Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui les 2 dernières années au niveau du Cameroun et même du Burkina Faso où il s'est posé avant de se retrouver en Occident, aujourd'hui en exil. C'est un journaliste activiste qui avait pris fait et cause pour ceux qu'on appelle au Cameroun les Ambazoniens ou les séparatistes. C'est quelqu'un qui a voulu faire son travail comme la déontologie l'édicte, mais malheureusement sous d'autres cieux, il ne fait pas bon à être journaliste ou être critique. Lui, c'est Michel Bimton, mon jeune confrère. Bonjour Michel. Bonjour Jacques Moifo, bonjour aux téléspectateurs de JM TV+, qui j'imagine sont nombreux à vous écouter. Ah, merci, vous faites bien de le dire. Cette année, Covid 2020, les chiffres sont tombés il y a une semaine. JMTV+, a fait 5 700 000 vues. En une année Covid, c'est très étonnant, je ne m'y attendais pas. Donc, il faut que je partage cela avec Joël qui est tout souris. Donc, Joël sera le grand témoin de cette émission. Salut Joël. Bonjour Jacques et surtout bonjour mon cher fils adoptif comme on dit souvent. Bonjour mon très cher père. Michel Bimton. On dirait le fils qui a mal tourné comme ils disent au Cameroun. Ça commence bien, chers téléspectateurs. Vous comprenez que cette émission sera bon enfant. Vraiment, ça va se passer. Ça va se passer. Tout se passera dans la joie. Voilà. Bon, alors, Michel, on peut dire qu'aujourd'hui, tu es presque tiré d'affaire, même si on conçoit que ce soit difficile, que tu sois éloigné de la famille, que tu dois apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue dans ton pays d'exil. Mais comment ça se passe aujourd'hui dans ton pays d'exil? Oh, comme tu viens de le souligner, Jacques, je suis en train de m'adapter petit à petit. Alors, j'arrive dans un pays où il fait très froid, ça il faut le dire. Et je viens d'un autre pays, le Burkina Faso, ce pays qui m'a accueilli après que j'ai quitté le Cameroun pour des raisons que nous allons sans doute évoquer. Donc, je m'adapte à la vie en Europe, comme on dit. Ah, mon petit, ce qui va vous arriver, vous ne le savez pas encore. Nous sommes l'hiver déjà. La nuit tombe chez vous à 14h ou 15h, je crois. C'est à 16h. 16h. À 16h. À 16h. Encore bien, attendez sous peu, en janvier, vous aurez la nuit à 14h. Vous aurez 4 heures de soleil par jour. Et quand l'été arrivera, vous aurez maximum 4 heures de nuit par jour. Alors, c'est bien le pays. Alors, c'est exactement, c'est une autre vie que je suis en train d'embrasser et surtout dans une posture où je suis un peu plus en sécurité que je l'étais quand j'étais au Burkina Faso. Ben oui, ça c'est sûr et certain que c'est pas là-bas qu'on irait vous chercher, sur les grosses montagnes et les longs tunnels, car il y a dans votre pays des tunnels qui font 18 km. Ah oui, j'en ai vu quelques-uns d'ailleurs. J'en ai vu quelques-uns. J'y ai conduit plusieurs fois quand je vais dans ce pays-là. Vous donnerez le nom si vous le souhaitez, moi je le donnerai pas. C'est la Norvège, je n'ai pas besoin de le cacher. Il n'a pas besoin de se cacher. Très bien. Oui, c'est la Norvège, oui. Et la ville s'appelle Kristiansand. Voilà, c'est au sud de la Norvège. En tout cas, je peux ajouter, c'est une très belle ville hein, qui reçoit souvent des festivals très connus. Donc, tu es dans une ville qui vit beaucoup en Norvège. Donc, ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ça nous donne un alibi pour nous rendre en Norvège bientôt, surtout de ce côté à Kristiansand. Avant, je m'arrêtais à Bergen. Désormais, je sais que j'ai une autre destination à 25 km d'Oslo. C'est bien ça, hein? Oh, oui, bon, c'est vrai qu'à vol d'avion, ça m'a pris 55 minutes. Je suppose que ça vaut un peu plus que ça en termes de kilomètres. Bon, ben, si vous aimez tout ce qui est joli, n'hésitez pas à rencontrer Eva, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est une ville fantastique, merveilleuse et je m'y sens déjà à l'aise. Bon, ça c'est formidable. Alors, Michel et Joël, vous vous connaissez, et Michel, c'est par Joël que je vous ai connu. Vous étiez la main de Joël sur le terrain dans le cadre de son association, le CL2P. CL2P, oui, oui. Le CL2P. D'accord. Vous avez souvent été témoin d'actes terribles à expliquer au Cameroun à cette époque-là.
Pouvez-vous nous donner une fourchette de 2 ou 3 actes que vous avez dû traiter dans le cadre du CL2P? Alors, d'abord, j'aimerais revenir à la genèse de ma rencontre avec Joël. C'était après une interview qu'il m'a accordée en 2013, je crois, en novembre. Hein. Je pense, en novembre. Oui. Donc, ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, bon, je ne suis pas très... Non, je crois que ça doit faire 7 ans. Alors, après l'interview qu'il m'accorde, je décide donc... voilà, d'échanger avec lui de temps à autre sur la situation de son papa, Pierre-Désiré Ngo, qui est toujours victime jusqu'à ce jour d'un véritable co-enjambe judiciaire. Donc, je décide donc d'échanger avec lui concernant cette situation de son papa. Donc, je décide donc de suivre ce cas. Et par la suite, le 3 mai 2014, j'ai encore toutes ces dates en tête. Le 3 mai 2014, le CL2P est créé et je décide d'en être la plume au Cameroun. Alors, voilà, je décide donc de suivre les cas, parce que les cas que nous avons commencé à suivre, c'était, si mes souvenirs sont exacts, Marafa, Amidou Yaya, il y avait Enom Yorusse, il y avait Paul-Éric Kingé, et il y avait son papa Pierre-Désiré Ngo, c'était les cas. Et d'autres cas se sont ajoutés par la suite au fur et à mesure des études que nous avons faites de chaque cas. Et à l'époque, c'était principalement les victimes de l'opération Épervier au Cameroun. Bon, il y a donc d'autres cas qui se sont ajoutés, les Polycarpes Ababa, Onanawana, Atamebara Jean-Marie, Fondjindam, Iya Mohamed, ils sont nombreux qui se sont ajoutés par la suite. Alors, j'ai donc décidé de m'appesantir sur ces cas en ressortant toutes les violations de la procédure judiciaire à leur encontre, en publiant des articles, des posts sur Facebook et en intervenant parfois dans des médias à Yaoundé, dans des bandes FM à Yaoundé. J'avoue que ce n'était pas du tout facile de le faire parce que je me souviens une fois, j'ai été invité par une radio qui est basée au niveau de Itoameki. Ça s'appelait Universel FM, la radio n'existe plus. Alors, quand j'ai fini de parler de mon combat pour les prisonniers politiques de l'opération Épervier au Cameroun, j'ai reçu des tonnes d'injures, j'ai reçu des tonnes de menaces même. Et je me souviens, quand je suis sorti du studio, il y a le technicien qui m'a dit, écoute, est-ce que tu sais que les anti-gangs ont appelé ici, demandaient ton numéro, etc. etc. Donc, c'est les péripéties, permettez-moi l'expression, que j'ai eu à connaître dans le suivi de ces cas, de ces victimes de l'opération Épervier au Cameroun. J'en ai rencontré quelques-uns d'ailleurs, quelques-unes, pardon, de ces victimes au niveau de la prison centrale de Yaoundé, avant que je n'y entre moi-même. Bon, j'ai par exemple... Comment y arriver, Michel Bilton? D'accord. Oui, oui. Donc, voilà, donc, je sais. Bon, je les ai donc rencontrés à Kamintara, au Lamnagon, avec qui j'ai eu à discuter de leur cas en justice. J'ai également suivi leurs affaires en justice, leurs procès en justice. Et j'ai également créé, je crois, dès février 2016, une page Facebook appelée Soutenons les prisonniers politiques camerounais. Même à ce niveau, ce n'était pas facile. C'était des injures, c'était des colibets, c'était même des menaces aussi. Et le pic de tout cela, c'était le cambriolage à mon domicile. Pourquoi ce cambriolage? C'était le 15 avril 2017. Je suis au quartier Nsam, je suis un de mes cousins qui baptisait sa fille, sa petite fille. Quand je rentre le lendemain, parce que le festin s'est terminé un peu tard, je ne pouvais pas rentrer pour des raisons de sécurité, il fallait que je dorme chez lui. Et quand le lendemain matin, le 16 avril, je décide de rentrer à la maison, je trouve que ma porte a été défoncée. Je trouve que les malfrats, entre guillemets, n'ont apporté que mon ordinateur portable. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tout ce que les bandits, voilà, tout ce que les bandits ont souvent l'habitude d'emporter à Yaoundé, voilà, ils n'ont pris que mon ordinateur portable, mon disque dur externe, et ils ont pris le sac dans lequel j'avais souvent, dans lequel je gardais mon matériel de travail, les
dictaphones, les appareils photo, etc. Et là-dedans, j'avais une somme de 25 000 francs. Allez, ils sont partis avec. Ils ont laissé tout ce qui peut intéresser un bandit. Hein. Ils sont partis. Et là, je venais de publier un texte sur Facebook dans lequel je dénonçais un Vondo Hassan Bonivan, qui est le neveu de Biya et qui fait partie de ceux qui ont précipité Marafa Hamidou Yahya dans le trou, parce qu'il faisait parvenir des notes de renseignement à la présidence pour dire que Marafa, c'était en 2006, où il disait que Marafa se nourrit un destin présidentiel, etc. etc. J'ai publié un article là-dessus la veille, c'est-à-dire que le 15 avril et le 16 2017 et le 16 avril 2017, non, c'était le 14 avril 2017 et le 15 avril 2017, dans la nuit, on vient cambrioler chez moi. Donc, voilà à peu près ce que j'ai eu à subir dans la défense des prisonniers politiques, puisqu'il le demeure de l'opération interdite au Canada. Joël. Oui. Donc, si je pouvais ajouter simplement que pour retracer un peu tout ce qu'a dit Michel et pour comprendre la difficulté et les risques qu'il prenait, nous ne pouvions pas, il faut comprendre que nous ne pouvions pas nous permettre, après la création du CLDP en 2014, d'être une organisation hors sol. Et nous avions édicté un certain nombre de critères, mais les critères ne suffisaient pas. Il fallait qu'on ait quelqu'un sur place qui suit les procédures, qui va au procès, qui sait exactement ce qui se passe, qui puisse nous faire des retours après chaque procès pour qu'on analyse effectivement. Vous verrez qu'on on prend toujours beaucoup de temps pour en arriver à dire que tel, comme je te disais la dernière fois, Jackie, tel est prisonnier politique, tel ne l'est pas. Et donc, Michel faisait vraiment un travail d'orfèvre, d'artisan sur place, d'aller les voir, d'aller au procès, ce que beaucoup de Camerounais ne font pas souvent. Ils parlent de ces cas-là, mais ils ne savent pas véritablement la teneur des dossiers. Michel l'a fait avec les risques que ça signifie. Et j'ajouterais même ce que les Camerounais ne savent pas. Moi, quand on a commencé le CLDP, je sortais du comité à Tangana, en fait, pour être tout à fait honnête. Michel Thierry à Tangana. Et j'étais, pour vous dire, épuisé parce que les gens ne savent pas le travail que j'ai dû faire derrière. Ils voyaient par exemple Dominique Sopo de SOS qui allait au Cameroun, ils voyaient Ibrahim Sorel Keita, mais c'est moi qui étais derrière, qui faisait tout le travail. Donc j'étais épuisé. Lorsqu'on a créé le CLDP, l'idée originelle, lorsque Madame Marafa m'a rencontré, c'était de faire un comité Marafa Hamidou Yahya. Je lui ai dit, j'étais fatigué, d'une part, et Marafa n'a pas souscrit à cette idée-là. Et donc, on s'est dit, au lieu d'aller encore vers ça, il faut faire une vraie organisation qui s'occupe de tous ces cas-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des synergies, des similitudes dans le mode de détention, dans le mode même d'arrestation et dans les procédures telles qu'elles sont faites et les procès tels qu'on les voit. Donc, on a créé le CLDP à partir de ça. Et le Cameroun, en fait, nous a servi finalement de plateforme, quoi, de porte d'entrée, parce qu'on s'est rendu compte que tout autour du Cameroun, c'est presque la même chose. Au-delà même du Cameroun, au-delà de l'Afrique centrale, l'Afrique a ce problème aujourd'hui qui est un problème vraiment où la justice est devenue une imposture judiciaire sur des questions politiques. C'est devenu en fait le lieu commun où on met sous éteignoir un certain nombre d'hommes politiques, y compris dans des structures internes, dans des formations internes comme le RDPC, on met en éteignoir des hommes qui sont vus ou qui sont pressentis comme pouvant être des remplaçants éventuellement. Vous avez parlé de Marafa. Il faut savoir que derrière Marafa, il y a effectivement le neveu direct de Paul Biya qui est Bolivar Assam Vondo, qui est actuellement député, qui a inondé son nom de faux rapports qui ont abouti à ce qu'on a vu. L'affaire Marafa n'a pas commencé par aller simplement en prison, mais il y a eu tout un précédent de faux rapports, de mise à l'isolement, de marginalisation progressive qui a abouti à ce que les Camerounais ont vu.
C'est ça, le travail du CLDP est vraiment un travail de recoupement, d'investigation. Et à la fin, lorsque nous accordons le crédit du fait que la personne ait rempli les critères d'être reconnu comme un prisonnier politique, et à la suite d'un long processus. Et Michel était vraiment la cheville ouvrière au Cameroun. Alors là, mon cher Michel, j'ai envie de vous féliciter. J'ai envie de vous féliciter. Alors, comme à l'habitude de JMTV+, nous avons souvent écouté les parties d'en face par voie de presse ou directement. Dans votre cas, Michel, Joël et son épouse le savent. J'ai mené une enquête minutieuse, sourde, sur votre cas quand vous étiez en prison. Ça, vous ne le saviez même pas. Joël vous racontera les dessous s'il le souhaite. Ce serait même bien. Il se dit que cette enquête a abouti à votre libération. Je ne m'en félicite pas car vous n'auriez jamais dû vous trouver en prison. Je sais parce que vous avez fait de mal. J'ai donc eu la version du camp d'en face. Je vais vous poser cette question, Michel Dimton. Qui vous avez arrêté et pourquoi? Qui et pourquoi? Je le dis de façon solennelle et à l'attention de vos téléspectateurs. Mon principal bourreau, c'est-à-dire que celui-là qui m'a jeté en prison au Cameroun, s'appelle le colonel Joël Émile Bancui, qui est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, qui nous suivent en dehors du Cameroun, la division de la sécurité militaire, c'est un service qui est logé au ministère de la Défense et qui est en charge de la discipline des militaires. C'est un service qui donne également quitus à un soldat camerounais qui veut aller en mission à l'étranger. C'est un service qui fournit des rapports au président de la République sur le moral des troupes. Vous voyez donc que ce n'est pas un service, ce n'est pas une direction ou c'est pas une division qui est là pour traquer les civils ou je ne sais pas qui. C'est donc le colonel Joël Émile Bancui qui me fait arrêter. Alors, comment ça se passe? Il se passe simplement que pendant la période qui a précédé mon arrestation, je décide de m'intéresser aux problèmes anglophones. Pourquoi? Parce qu'en tant que journaliste des questions des droits humains, bien entendu, c'est une question qui m'interpelle pour deux raisons. Parce qu'il y avait des cas d'exécution sommaire, de massacres et autres. Et il y a aussi une autre problématique que cette crise anglophone dégage, à savoir le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Je décide de m'intéresser à ce problème-là sans toutefois abandonner mes amis de l'opération Hyper-V. Je décide de me consacrer. Je crée même toute une chaîne YouTube où je parle du problème, où j'explique la genèse sur le plan juridique, sur le plan historique du problème. Alors, il se trouve donc que le 18 octobre 2018, je suis assis chez moi à Yaoundé. J'habitais le quartier Nkomo, là où le très célèbre footballeur Théophile Abega était né. Voilà, donc vers 15h30, je crois, mon téléphone sonne. Et pour faire un peu d'humour, ce téléphone-là, je venais à peine de l'acheter. Et la toute première personne c'est-à-dire que la personne qui a inauguré ce téléphone, c'est Joël Émile Bancui. Et tu n'allais pas acheter ce téléphone-là? Bon, je ne sais pas si ça va faire publicité, c'est un iTel. Je m'excuse pour la publicité. Alors, je décroche donc, parce que j'ai vu un numéro de téléphone, capital là, 222. Je décroche, je dis allô? Oui, bonjour, c'est le colonel Bancui. Bon, je dis, ah, mon colonel, bonjour, c'est comment? Il dit, après, il me pose la question de savoir, tu me connais? Je dis, oui, j'ai entendu parler de vous. Il dit, est-ce que tu sais que, voilà ce qu'il me dit. Il me dit, tu sais que quand j'invite les gens dans mon bureau, ils ont peur. Voilà pourquoi je voudrais qu'on trouve un endroit quelque part en ville où on pourra se voir, etc., etc. Quand est-ce que tu es donc libre pour qu'on puisse se voir, etc., etc. Bon, j'ai fait un vœu pieux de le rencontrer. Je lui ai dit, mon bon, je pourrais être libre à 17h30, 18h. Après, il a raccroché. J'ai trouvé curieux qu'il ne me dise déjà pas pourquoi il m'appelle.
J'ai trouvé ça très curieux et même très suspect. Et ensuite, je me suis dit, il veut me voir à 17h30, à 1h tardive. Parce que moi, au Cameroun, moi, je ne me baladais jamais dans la nuit. Et qu'est-ce que je fais? Je lance une alerte sur ma page Facebook. Ceux qui se souviennent ont dû voir que j'avais dit quand le colonel Joël Émile Banqui m'invite vers lui. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, quelque chose comme ça. Bon, beaucoup de gens m'ont conseillé de ne pas partir. Bon, comme la majorité l'emporte en démocratie, j'ai décidé de ne pas aller à ce rendez-vous. Vers 18h39, je vois comment il essaie d'appeler. Il change même de numéro. Parce que moi, je savais que c'était lui qui appelait. Je ne décroche pas. Il envoie même un SMS pour dire que voilà, je t'ai attendu, tu n'es pas venu, et blablabla, et blablabla. Nous sommes le 18 octobre 2018. D'accord. Le 20 octobre, c'était un samedi, je me rappelle très bien, 2018. Vers 9h, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner quelque part là au quartier Konengi parce que j'allais à un atelier consacré aux journalistes, lanceurs d'alerte, les influenceurs web qu'organisait Dynamique Citoyenne, dirigé par Jean-Marc Bikoko au niveau de Mvogata. D'accord. J'allais là-bas, donc je devais, parce qu'il y avait plein de jeunes activistes à l'école Chouta et tout que j'ai rencontrés là-bas. Bon, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je reçois un appel, je décroche. Oui, allô, c'est le colonel Banqui. Après, il se met à vociférer. Ouais, tu prends mon nom, tu mets sur les réseaux sociaux. Quand je t'appelle, tu ne peux pas venir. Ah, patati, si j'ai même la possibilité de t'arrêter, même maintenant, je t'arrête. Tu le sais. Après, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tenez du temps à me voir? C'est là où il me dit qu'il a en sa possession une bande sonore que j'aurais adressée aux sécessionnistes. Bon, je lui dis, mais tiens. Bon, moi, parce que dans ma tête, je me disais qu'il parlait des groupes armés là. Que j'ai des groupes armés. Ça a commencé à faire bizarre dans ma tête. Je dis, mais moi, je n'ai jamais adressé. C'est vrai qu'à cette période-là, et j'en profite pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi j'ai recouru à cette technique d'approche. Moi, j'appelle ça comme ça. Bon, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens louent le sens du regroupement, c'est-à-dire que de mes investigations dans le cadre de cette crise. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que juste d'astuce. Alors, j'ai donc commencé par investir YouTube en créant une chaîne qui s'appelait à l'époque Uri TV. Bon, j'ai dû changer de nom en fonction de... Bon, enfin, c'est très long à expliquer. Alors, je me suis dit, à partir de ce YouTube-là, j'ai pu avoir un carnet d'adresses très riche, des personnes, parfois même haut placées même, qui m'informent exactement sur ce qui se passe là-bas. Après, je me suis dit, puisque ça a réussi autant sur YouTube, pourquoi ne pas tenter un peu le filon de WhatsApp, où c'est plus secret, où c'est plus discret, et où je pourrais avoir facilement de potentiels informateurs. Voilà pourquoi je décide donc d'enregistrer un message vraiment à l'aveuglette, comme ça, blablabla. Allez, j'envoie ça à une. Le message disait quoi? Si vous avez... Le message disait, c'est vrai que ça date d'il y a 2 ans. Bon, je m'adressais aux populations anglophones. Je disais que vous êtes un exemple de courage, vous avez un peu de moi-même, mais je me rends compte que ça se tape un peu entre vous. Vous devez vous mettre ensemble, bon, un truc comme ça. J'envoie ça à une de mes sources d'informations qui se trouvait en Manfé, quitte à lui maintenant de partager ça entre ses contacts à lui, de manière à ce que les personnes qui vont recevoir ce puissent me contacter et maintenant, le plus souvent, je sois informé sur ce qui se passe dans leur zone. Dans la source, en fait. Voilà. C'est donc dans cette logique-là que je me situais. Parce que tout le monde me connaît au Cameroun. Michel, bien, tout le monde me connaît. Que si moi j'avais envie de faire quoi que ce soit, je n'avais pas besoin de me cacher. J'avais mon Facebook, j'avais mon YouTube, tout le monde me connaît.
comme quelqu'un qui ne se cachait pas pour dire ce qui se passe. Alors, le colonel Émile Bancu vous appelle, donc il vous dit qu'il a ce message. Nous sommes samedi, le 20 octobre. 20 octobre, oui, 2020. 2018, c'est 2 jours avant qu'on proclame les résultats des élections. Les résultats de la présidentielle, voilà. OK. Alors, jusque-là, parce que dans ma tête, je me disais qu'il parlait des Restoration Forces, des groupes armés. Je dis, mais je n'ai pas adressé de message où vous parlez. C'est vrai, j'ai eu à faire circuler un message, mais ce n'est pas aux groupes armés. Bon, je décide donc, dès que je finis mon petit déjeuner, je pars à mon atelier, je me forme. C'est là-bas donc que les gens me conseillent que, écoute, Émile, c'est un monsieur très gentil. S'il te demande que tu ailles avec lui, il faut partir. C'est là où je me résous donc à aller le rencontrer. Et ce jour-là, ce 20 octobre 2018, je l'appelle au téléphone, dans l'après-midi, après l'atelier de formation. Alors, il me répond qu'il est en train de faire du sport et que je dois plutôt l'appeler le lendemain. Bon, je crois que c'était ça. Oui, bon, enfin, le lendemain, je ne l'ai pas appelé parce qu'il était dimanche. Lundi, je lui ai écrit, lundi le 22, jour de la proclamation des résultats. Je lui fais un message WhatsApp pour lui dire que voilà, je ne pourrais pas être là parce qu'il faut que je suive la proclamation des résultats. Voilà. Bon, je suppose, s'il n'a pas répondu, je suppose qu'il a compris. Le 23 octobre, donc, je décide donc d'aller le rencontrer. Vers 15 heures, je l'appelle au téléphone, il me dit, écoute, je ne suis pas à mon bureau, dès que tu arrives, tu m'attends, et voilà. Bon, je pars donc de chez moi, c'est-à-dire que je me disais que voilà, je vais rencontrer un grand frère, un aîné, qui a sans doute des conseils à me donner et tout, et puis je devais revenir à la maison. Voilà, donc je ferme la porte et puis je vais donc le voir à son bureau. Bon, quand j'arrive au ministère de la Défense, je devais être accompagné par un membre de Mandela Center parce que j'ai appelé un certain Jean-Claude Follo qui travaille dans une ONG appelée Mandela Center. C'est lui qui devait m'accompagner ce jour-là. Et maintenant, il m'a dit qu'il était indisponible et qu'il allait envoyer quelqu'un. Bon, la personne tardait à venir. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. Je vais au rendez-vous. Tout à fait. J'aimerais que les Camerounais écoutent bien cette émission pour qu'ils sachent exactement ce que c'est que la République du Cameroun. C'est pour cela que je vous ai invité aujourd'hui. Allons-y. Voilà, voilà. J'arrive donc au bureau du colonel Bampa. Je me suis renseigné, on m'a indiqué, je suis arrivé. Bon, quand j'arrive, effectivement, je ne le trouve pas. 5 minutes après, je le vois venir, il était en civil, il est entré dans son bureau. Après, j'entends dire, faites-moi entrer le journaliste là. C'est son secrétaire particulier, l'adjudant Tiam, qui me fait entrer. Après, il me fait écouter l'audio. Je me rends donc compte que c'est l'audio mais sauf qu'il m'a dit exactement autre chose au téléphone. Après avoir écouté l'audio, il demande à l'adjudant Tiam d'aller me faire entendre. Je suis surpris, je dis, mais ce service n'a pas qualité ni compétence pour m'auditionner. De quelle audition s'agit-il? J'ai dit, bon, je vais me prêter au jeu, il n'y a pas de souci. Alors, mon cher Jacqueline, Joël Didier, qu'est-ce que je découvre dans ce jour-là? Je découvre donc que le véritable problème avec cet audio, c'était quoi? C'était qu'en réalité, la division de la sécurité militaire, qui est au cœur du renseignement des services secrets dans le cadre de la crise anglophone, a mis en place une stratégie pour émietter, pour diviser le mouvement de contestation. Alors, ils ont donc craint que quelqu'un à l'intérieur m'ait mis au courant de cela et que maintenant, j'ai dû alerter les populations pour leur dire que voilà, il faut rester ensemble. Parce que je me souviens, il y a un agent sémile qui m'avait dit, ce jour-là, ce 23 octobre, ce jour-là, que petit frère, tu risques gros, hein. Nous, on a mis en place une stratégie pour les diviser. Maintenant, toi, tu viens là, tu dis que non, il faut qu'ils se mettent ensemble, et oh, machin, oh, tu vas voir ce qui va t'arriver, patati, patata. C'est un agent du colonel Bantu qui me le dit. C'est donc ça le problème de l'audio en question. Il n'y avait rien d'autre.
Mais sauf qu'ils ont parlé d'apologie de terrorisme. Mesdames et messieurs, selon la loi camerounaise, on ne peut parler d'apologie de terrorisme. Ça, c'est la loi antiterroriste qu'ils ont fabriquée en 2014 qui le dit, article 8. On ne peut parler d'apologie de terrorisme que lorsque vous avez fait cette apologie en public ou alors par tout moyen visant à atteindre le public. Or, à partir du moment qu'il s'agit d'un audio qui était privé, alors l'infraction de atteinte à l'apologie de terrorisme ne peut pas être constituée. Alors, l'adjudant Thiam Kwam, c'est comme ça qu'il s'appelle, son secrétaire particulier là, il s'est mis à me poser des tas de questions. Et parmi ces questions, devinez quoi? Est-ce que ce n'était pas une stratégie que vous étiez en train de leur communiquer? Ah, voilà. Donc, ça veut donc dire que, voilà, donc c'était ça leur crainte. Donc, et surtout que le colonel Bangui savait que j'étais très bien informé dans le cadre de cette crise. Alors, dès que l'audition finit, nous sortons, nous allons au niveau de la cour de la division de la sécurité militaire, juste derrière. C'est alors que l'adjudant Thiam me dit, écoute, on va vous envoyer au service central de la recherche judiciaire. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, voilà, ce sont des instructions, voilà. Mais il me dit qu'avant, tu vas d'abord aller t'asseoir au niveau de la cellule, de la CENIL. Donc, ça veut dire que j'ai passé d'abord un petit temps au niveau de la cellule, sale et mal entretenue là, de la division de la sécurité militaire, où je partageais cette cellule avec des gars de la marine, les gars de l'armée de terre, les gars du BI, qui se sont même mis à me menacer et tout et tout et tout. La seule personne qui a été gentille ce jour-là envers moi, c'était un gendarme qui officiait du côté de Manfred, qui m'a même donné des conseils juridiques même. Il m'a dit, voilà, comment tu dois procéder avec ton avocat, etc., etc. 10 minutes après, quand je sors, c'est un autre agent CENIL qui vient vers moi, il se met à me menacer. Ah, vraiment, comment tu peux dire ceci, oh, ceci, machin, oh, tu as une menace pour la sécurité, il fallait même qu'on t'assassine, et tout, et tout, et tout, machin. Après cela, le pick-up de la gendarmerie est arrivé. Nous sommes autour de 20 heures comme ça déjà. 20 heures. Voilà, le pick-up de la gendarmerie est arrivé. On m'a fait signe d'entrée. Bon, j'étais assis derrière, il y avait 2 gendarmes devant et juste à côté de moi, il y avait un agent civil parce que je l'ai vu en civil avec un gilet pare-balles et une arme vraiment costaud. J'avais très peur, je me disais, mais ces gens-ci, est-ce qu'ils m'amènent vraiment au CED et tout? Surtout que je venais d'être menacé par... Bon, je suppose que c'était un agent civil puisqu'il était habillé en costume sombre et tout. Bon, le pick-up s'est ébranlé jusqu'au CED. Bon, arrivé au CED, donc, on me conduit au bureau du colonel Kaolé Serge. Je crois qu'il a encore là-bas le chef du service central de la recherche judiciaire. Alors, je trouve que le colonel Kaolé est en train de lire une interview que j'avais accordée à un site d'information au Cameroun appelé le Bled Par. Oui, je vois le bled. Voilà, j'avais accordé une très longue interview d'ailleurs où j'expliquais mon combat pour la cause des détenus politiques de l'opération Interview au Cameroun. Et après, dès qu'il finit de lire l'interview, il tombe sur une vidéo où j'étais habillé en lion indomptable, où je parlais aux soldats camerounais, je leur disais, écoutez, si on vous envoie aller massacrer des civils, aller tuer, dites non, refusez d'obéir à ces ordres-là. Je l'ai lu. Après, il me dit, quand il est en train de lire la vidéo, il me dit, est-ce que tu peux prouver tout ce que tu es en train de dire là? Il n'y a pas de problème. Je suis sorti de son bureau, je suis allé au bureau de mon enquêteur, l'adjudant Ismaïl Abouba. Oui. Et c'est là-bas où je suis allé signer le bon de garde à vue, ce qui est anachronique parce qu'on ne peut pas mettre, d'après la loi camerounaise, on ne peut pas mettre quelqu'un en garde à vue sans l'avoir auditionné. Parce qu'il faut que le prévenu ait été auditionné et maintenant on lui notifie que voilà les suspicions qui pèsent sur vous, qu'est-ce que vous pensez? Alors on va vous mettre en garde à vue. Donc je suis allé signer le bon de garde à vue et c'est comme ça que je suis entré en cellule. Est-ce qu'on vous a menacé pour vous le faire signer ou bien on vous a dit signer calmement? Non, quand je suis arrivé, il y a un gendarme qui m'a présenté le bon de garde à vue.
il m'a demandé, est-ce que vous voulez être entendu en présence d'un avocat ou sans la présence d'un avocat? J'ai dit que j'aimerais être entendu en présence d'un avocat. J'ai donc signé le bon de garde à vue et c'est comme ça que je suis entré en cellule avec quatre autres, parce qu'il y avait un papa là, un certain Kenny Emmanuel, qui était même diabétique et tout ça. Et deux autres jeunes gens, on est allé entrer. Moi, je suis entré avec M. Kenny Emmanuel à la cellule 22 et les autres sont entrés à la cellule 23, juste en face. Et c'est dans un sous-sol. Et les 2 premiers jours que j'ai passé en cellule, c'était couché à même le sol. Ce qui fait que quand je me levais, j'avais très mal partout, j'avais mal au corps et tout ça là. Parenthèse, vous a-t-on torturé là-bas au sein? Non, non, Dieu merci, je n'ai pas été torturé, Dieu merci. Mais par contre, la torture morale était vraiment, elle était rude parce que je me suis retrouvé dans une situation où je me disais, je risque la peine maximale, donc ça veut dire que j'aurais de la peine à m'en sortir. Surtout que je me souviens quand l'adjudant Ebodé, qui travaille au CED, est venu faire l'appel le matin. Quand il est tombé sur mon nom, bientôt Michel, je réponds présent, il m'a dit, petit frère, donc c'est de quoi qu'on parle depuis là. Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Alors là, ça me faisait bizarre dans la tête et tout. Nous sommes dans le 23 octobre, c'était dans la nuit vers 21h, 22h. Je suis arrivé dans la cellule qui était même obscure et tout. J'avais très peur, je me disais que mais est-ce que ces gens-ci, ils ne vont pas m'appuyer le coup ici? Je ne sais pas. Et c'était comme ça pendant 2 jours. C'est le 3e jour qu'on est venu rétablir la lumière dans la cellule. Le lendemain, donc, le 24, écoutez bien, le lendemain, mercredi 24, je suis appelé pour l'audition. Oui, enfin. Voilà. Et là, c'était en matinée, ce n'était même pas l'audition proprement dit, c'était une causerie avec l'enquêteur. Un certain, l'adjudant, il a un Mba dans son nom, donc j'ai oublié tout ça. Alors, il me fait asseoir dans son bureau, un jeune, je suppose qu'il avait mon âge, peut-être de 2 ou 3 années, mon aîné. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as même contre le chef de l'État? Qu'est-ce que tu as contre l'armée camerounaise? Quels sont tes liens avec le hashtag le chassement? Quels sont tes liens avec le MRC? Quels sont tes liens avec le mouvement indépendantiste anglophone? Quels sont tes liens? Qui finance même ton Urinous là? Tout ça. Voilà les questions qu'on me posait. Après, il m'a posé une autre question. Il me dit, qu'est-ce que tu penses du massacre de Menkapini? Parce que quelques mois plus tôt, il y a eu un massacre là, le 25 mai 2018, et j'ai beaucoup enquêté là-dessus, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Il m'a posé des questions là-dessus, bon, j'ai répondu naturellement. Bon, dès que je finis de répondre, il me renvoie en cellule. Et c'est dans l'après-midi, vers 15h, 16h, que je suis appelé pour l'audition proprement dite. Devinez quoi? Cette histoire de bande a été mise complètement de côté. On n'en parlait même plus. On n'en parlait plus. Et la bande sonore, on en parlait. Oui, on ne m'a plus posé jamais. On posait questions sur le MRC, sur les séparatistes, mais la bande sonore, ce n'était plus. Non, c'est fini, on n'en parle plus, on met de côté. Joël, le chef d'accusation de l'apologie. Pardon? Est-ce que Joël est toujours là? Oui, je suis toujours là. J'attendais que Michel termine sa description pour que je prenne le relais et je fasse certains détails sur son arrestation et les jours précédant son arrestation et au moment de son arrestation et après. D'accord. Alors, l'audition portait sur les questions qui m'ont été posées en matinée. Qui sont ceux qui financent Unews? Quelles sont tes sources d'information? Quels sont tes liens avec le mouvement indépendantiste anglophone? Bon, est-ce que c'est vous qui avez signé cet article qui a été repris par Cameroun Web? Est-ce que c'est vous qui avez signé cet article? Est-ce que ce titre-là, est-ce qu'il est de vous? Quels sont vos liens avec le mouvement indépendantiste anglophone? Et j'ai découvert ce jour-là que il y a une faction de ce mouvement ambazonien-là qui avait publié un communiqué
qui m'a vraiment mis mal à l'aise, ça il faut le dire, où ils demandaient qu'on me libère et qu'ils ont eu à discuter avec le CLDP, machin et tout. Que je suis un journaliste et tout, et qu'on doit me libérer. Mais bien après, il s'agit d'une faction, à savoir Ambazonan Government Council, qui travaille avec le pouvoir de Yaoundé. Donc ça veut dire forcément, oui, bien sûr, parce que quand les gens parlent d'Ayabacho Lucas et tout ça, en réalité, Ayabacho Lucas et son Ambazonan Defense Force là, est une force qui sous-traite avec l'armée camerounaise. Alors, quand j'ai vu ces communiqués-là, et avec le recul, je me suis rendu compte que, sans doute, on leur a dit, écoutez, faites quelque chose là pour qu'on puisse le prouver. Comme la bande sonore, il n'y a pratiquement rien. Et surtout que, quand le colonel Bankui m'envoie en prison, il reste menti. Parce que le secrétaire général, non, le responsable du syndicat national des journalistes camerounais dans la région du Sam l'a appelé Thierry Eba. Il raconte des tas de mensonges à Thierry Eba. Il lui dit, dans tout ce tas de mensonges, que j'en avais produit trois bandes sonores au lieu d'une seule. C'est ce qu'il dit à Thierry Eba, ce colonel Bankui. Vous savez que vous ne devez alléguer que ce que vous pouvez prouver, hein, parce que lorsqu'on vous a arrêté, Joël Didier Ngo est témoin, je m'étais débrouillé pour avoir le numéro du colonel Bankui, et je l'avais appelé pour comprendre le pourquoi de votre arrestation. Donc, c'est à ça que je voulais faire allusion. Voilà. Donc, Michel, il se trouve que Michel et moi, on est en contact permanent. Hein, donc, tout ce qu'il faisait au Cameroun, on a pu en parler, la nature de ses activités pour le CLDP et même quand il a créé Euronews qui était un dérivé en fait du CLDP et où le CLDP a été obligé de reconnaître que c'est le CLDP qui finance Euronews au moment où il a été arrêté. Il faut savoir qu'au moment où il est arrêté, nous suivons déjà le fait qu'il était menacé en permanence. Il y avait des gens qui venaient sur sa page Facebook le menacer et chaque fois qu'il était menacé, moi je lui demandais fais des captures d'écran, envoie-les-moi. Et au moment où il va, Bankui veut le rencontrer, le colonel Bankui, la première fois, je lui dis, si tu le rencontres, fais-moi signe et donne tous les détails sur l'endroit où il va te rencontrer. Donc, lorsqu'il est arrêté, je fais rapidement, on est immédiatement alerté et je fais le nécessaire. Et là, il faut dire, vraiment, en toute franchise, Michel ne le sait pas, c'est qu'au moment où il est arrêté, Patrick Ganon, je contacte Patrice Ganon et je dis à Patrice Ganon, il faut savoir que Michel Biemton vient d'être arrêté et c'est Patrice Ganon qui me donne le numéro personnel du colonel Bankui. Ah, voilà. Oui. Tu as trahi une source, là, mon cher. Je ne trahis rien parce qu'il faut que les Camerounais comprennent comment ça se passe. C'est Patrice Gana qui me donne, et il ne me le donne pas parce qu'il a un rapport particulier avec Bankui. Il me le donne parce qu'il sait très bien que je lui détruis la scène et je lui dis exactement où se trouve Michel. Il me dit, voilà son numéro de téléphone. Tu peux, à toi de faire le reste. Donc, moi, le reste, ce que je fais, c'est que on a un contact au niveau de l'ambassade de France. On ne va pas donner son nom. On ne va pas donner son nom. Je lui dis, Michel est arrêté. Il me dit, il est arrêté par qui? Je lui dis, par le colonel Bankui. Il est au CED. Il fait ses vérifications, il revient vers moi, il me dit, oui, il y est. Je lui dis, c'est le colonel Bankui qui a organisé un guet-apens. Il dit, êtes-vous sûr, monsieur Ego, de ce que vous dites? Je lui dis, oui, je ne vous ai jamais raconté des salades. C'est monsieur colonel Bankui. Donc, au moment où je lui dis ça, ce numéro de téléphone, je l'ai avec moi. Donc, je le remets. Je ne savais pas que, pour tout dire, je n'avais pas vérifié que c'était monsieur Bankui allait répondre directement au moment où Jackie, lui, l'appelle au téléphone. Et Jackie Boifo, sans le savoir, a été un déclic extraordinaire. Parce que, en fait, c'est Jackie Boifo qui finit par convaincre le colonel dont je faisais allusion que c'est Bankui qui a organisé, en fait, l'arrestation et le kidnapping. Oui, c'était un piège. Oui, c'était un piège. Voilà donc
C'est pourquoi je voulais expliquer. Michel ne le savait pas. Voilà ce qui s'est passé. En fait, c'est cette émission-là qui a convaincu Ah, l'émission que j'ai faite avec toi. Oui, justement. Fabienne, et lorsqu'on a Bancui au téléphone, qui a convaincu nos interlocuteurs qu'effectivement, c'est Bancui qui a organisé l'arrestation de Michel Biemton voilà ce qui s'est passé. Et après, tout le reste n'était plus qu'une mise en scène qu'on connaît généralement dans ces cas-là. Voilà. Il a en fait ouvertement, de manière, je ne sais pas pourquoi il avait fait, mais il a fait devant tout le monde, à la télévision, il a avoué en fait que c'est lui qui avait kidnappé. Pourquoi je voulais retracer tout ça pour dire aux gens. Il n'était pas en télévision, mais c'est que dans mon enquête, il avoue à moi. Oui, exactement. Les lieux divergent là parce que je pensais que vous avez été arrêté dans un hôtel de la place que je préfère ne pas citer, mais là, c'est directement au CED, ça change un peu. Donc, je menais une enquête pour comprendre. Et lorsque j'ai recoupé l'information, j'ai fait comprendre à qui de droit que cela ressemblait plus à une séquestration, car il n'y avait pas eu plainte contre Michel Biemton. Il y avait donc un d'amener. Je comprends d'interpeller les gens. Voilà, pour nous qui vivons dans un pays civilisé, on n'interpelle pas les gens de cette façon-là. Donc, ce n'était pas un piège que je tendais. Surtout que la première fois, quand il m'appelle, il ne me dit pas pourquoi il m'appelle. C'est important de le préciser. Parce que si j'avais commis un crime grave, ce n'est même pas à son niveau que cela aurait dû se gérer. C'est au niveau du CED même qui aurait dû me convoquer en bonne et due forme. Et je comparaissais avec un avocat pour que je sache exactement ce qu'on me reproche. Bon. Et c'est son zèle, en fait, qui m'a le plus étonné dans cette histoire. Sa manière de répondre de manière aussi libre et directe sur un cas qui était encore supposé être en instruction. De dire des choses aussi directement. C'est ça qui me restera de cette histoire. On va mettre au crédit de colonel Bancum qu'il a voulu juste être ouvert et avenant avec un journaliste qu'il a appelé de loin. Voilà. Oui, mais bon. Peut-être à son crédit. Peut-être. On n'est pas là pour l'accabler, mais moi, je suis là pour restituer ce qui s'est passé parce que Michel n'était pas là. Ce volet-là, il n'avait pas suivi. Il ne savait pas ce qui s'est passé derrière lui. Il était arrêté. Donc, aussitôt qu'il a été arrêté, nous, on a mis en branle tout un réseau qui avait déjà fonctionné sous Patrice Ganan à moitié, et c'est toujours presque le même, parce que ces réseaux-là connaissent exactement tous les tortionnaires du régime à Yaoundé. Ils les connaissent de nom, ils connaissent leur matricule, parfois même ils se fréquentent, pour tout te dire, Jackie Boifou. Donc, je te dis. Bon, ben, on va quand même, malgré tout, n'est-ce pas, Michel, même si vous n'êtes pas d'accord, saluer le colonel Bancum, car évidemment, lui au moins m'a répondu. D'autres pontes du régime se contentent de m'envoyer des petites vidéos de jeux d'enfants. Je ne sais pas pourquoi ils font cela. Répondez-moi, parlez-moi si vous souhaitez me parler. Ne m'envoyez pas des petites vidéos de jeux d'enfants. Parfois, c'est des dessins animés. Vous n'imaginerez pas qui de la présidente de la République du Cameroun envoie des dessins animés de gamins. Je me dis, mais pourquoi il m'envoie ça? Il veut être mon ami, qui me dit qu'il veut être mon ami et qui se comporte bien. Non, nous ne lui faisons pas un procès, en tout cas. Nous disons simplement les choses comme elles se sont passées. C'était un guet-apens d'un journaliste. C'est tout. Il n'y a pas de procès d'intention. Et surtout, sans vous couper, parce que après l'échange avec mon confrère là, Thierry Ebad, du syndicat national des journalistes de Centre, dans le communiqué que ce dernier a eu à faire, il a précisé que lors de son échange téléphonique avec le colonel Bancui, c'est-à-dire que le communiqué se trouve encore dans Cameroun Info, donc vous pouvez aller fouiller ça là-bas. Le colonel Bancui lui aurait dit que j'étais dans le viseur des services de sécurité depuis des mois. Donc ça veut donc dire que le problème, c'est-à-dire que ma séquestration, si on peut l'appeler ainsi, avait un lien avec mes activités journalistiques. Puisque le fameux audio, je l'ai réalisé quelques jours avant. Alors, on ne peut pas dire que c'est ça qui m'a amené tous ces problèmes-là. Le colonel Bancui
Parce que c'est de lui qu'il parle en réalité. Quand il parle des services de sécurité, en réalité, c'est de lui qu'il parle. Il cherchait à avoir ma tête depuis des mois. Et le fameux audio lui a juste servi de prétexte pour obtenir ce qu'il recherchait depuis des mois. Même quand c'est difficile, on rit souvent sur GMTV+. De côté de votre tête, je comprends qu'on ait voulu l'avoir. Moi aussi, je voulais. Bon. Et on m'a aussi posé la question au niveau du CEDLA, est-ce que vous pouvez prouver qu'il y a des prisonniers politiques au Cameroun? Ça, c'était un autre détail. Voilà. Donc, c'est l'une des questions qu'on m'a posées. Maintenant, Michel, comment vous atterrissez dans ce bâtiment initié par M. Yogo, hein, qui est de Macaque, qu'on appelle aujourd'hui une Kondengi, qu'on a toujours appelé une Kondengi. Comment vous êtes... Qui veut dire ajoute en haut Kondengi? Tu vois, dit en passant. Alors, comment vous y atterrissez finalement? Alors, le 15 novembre oui. de 2018, je suis extrait. Plus de 3 semaines que vous êtes déjà... Oui, après avoir passé 3 bonnes semaines en cellule OCED, cellule 22, je suis donc présenté devant Madame Nkwa Akuna Joséphine, la capitaine à l'époque, aujourd'hui elle est chef d'escadron, une des juges d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé. D'accord. Alors, c'était autour de 15h, 14h30, 15h. Et là, ça s'est fait à l'insu parce qu'il y a Madame Gombe Maximilienne Joueda qui était là, ma sœur aînée Chantal qui était là, Maître Issouma même qui était là. Bon, certains défenseurs des droits humains qui sont venus m'assister. Alors, ils attendaient donc que je passe devant la juge pour qu'on me signifie, on me notifie sur mon sort. Bon, là, d'attendre, ils sont donc allés prendre un bout à croquer quelque part dans un restaurant au niveau du tribunal militaire. Et pendant qu'ils y étaient, la capitaine Nkwa Akuna Joséphine me fait appeler. Elle me signifie que je suis placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Bon, j'étais avec un co-détenu, un certain Evina Robin, qui avait des petits problèmes avec le commandant de la garde présidentielle, beaucoup à Londres. Bon, elle me signifie que je suis placé en détention provisoire et que je dois me présenter le 5 décembre 2018 pour l'ouverture du procès. Et que, je crois, 10 jours avant, je devrais me présenter devant la présidente du tribunal pour être notifié, je crois, du procès verbal du dernier interrogatoire. Bon, je ne sais pas quand le premier interrogatoire a eu lieu parce que je n'ai jamais subi d'interrogatoire au tribunal militaire. Et c'est donc dans ces circonstances-là que je suis transféré à la prison centrale de Yaoundé. Quand j'arrive en prison, je remplis les formalités. Bon, les gardiens de prison nous fouillent, ils retirent nos cartes d'identité, tous nos effets et tout. Et on nous envoie au quartier 4. Donc là-bas, c'est ce qu'on appelle la cellule de passage. Je vous avoue, c'était terrible. Parce que quand j'arrive au quartier 4, bon, comme je n'avais pas de sous, parce qu'on ne parle que de sous à la prison centrale de Colombie. Quand vous n'en avez pas, vous êtes fichu. Dès que j'arrive, on me fait entrer dans une cellule qui est constamment fermée. Il y avait au moins une vingtaine de personnes à l'intérieur. Il faisait chaud. J'entre et je m'assois à même le sol. Après, un jeune homme là qui est maire, parce que c'est comme ça qu'on les appelle les maires, ceux qui s'occupent des quartiers là. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à payer, c'est chez eux que vous payez. D'accord. Il appelle et dit qu'il n'a pas payé son droit de mairie. Bon, je lève le doigt. Le droit de mairie. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez, vous devez payer quelque chose pour pouvoir jouir des biens du local ou du quartier. Alors, je suis de ceux qui lèvent le bras et puis on dit, allez, enlevez vos tricots et vos chaussures. Bon, j'avais un polo de couleur bleue que je portais, j'ai enlevé, je me suis retrouvé torse nu. Je suis resté avec mon pantalon pieds nus. Bon, on m'a envoyé puiser de l'eau avec un jeune homme là, au niveau du Kosovo, le terrible quartier de la prison centrale de Kondengi.
Bon, il était question que nous remplissions un récipient pour aller, nous puisions de l'eau pour aller remplir un récipient au bureau du CIDAC. Donc, ça doit être oui, chargé de soit la sécurité, ou je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Bon, c'est au cadre de la prison quand même. Donc, on devait aller remplir un récipient dans son bureau. Et c'est pendant donc, la corvée que je rencontre un détenu dont je traitais le cas. Pendant que j'étais libre, pendant que je traitais des histoires d'opérations interdites là et tout, je discutais avec lui sur un dossier qui concernait des cadres du ministère de l'économie et de la planification. Et là-dedans, il y avait un syndicaliste, un certain Pierre Német, qui a été pris dans la NAS. Bon, on discutait donc de ça avec lui. Alors, c'est lui donc que je rencontre, parce que lui, il ne me connaissait pas physiquement. Mais moi, je le connaissais parce que je l'avais vu au niveau du tribunal criminel spécial. Je l'appelle, il me dit, oui, c'est moi, Michel, bientôt. Il dit, ah, donc tu es déjà ici, j'ai appris que tu étais au ciel. C'est lui donc qui m'a aidé à payer un local au niveau du quartier 4 où il y a des lits, où il y a un écran plat, où il y a toutes les commodités, quoi. Il m'a même trouvé à manger et tout et tout. Bon, c'est grâce à lui donc que j'ai pu passer la nuit dans un local, c'est-à-dire que dans un mandat qu'on appelle les lieux là. Parce que si ça n'avait pas été lui, si ça n'avait pas été que ce combat que je menais pour certains prisonniers de l'opération Épervier, je vous assure, j'aurais passé la nuit à même le sol au niveau de l'autre cellule, l'autre local au niveau du quartier 4. Voilà, au quartier 4. C'est donc le lendemain donc, que je suis muté au niveau du quartier 1, juste à côté. Et j'ai d'abord occupé la mairie centrale. Et c'est à partir de la mairie centrale, donc 3 jours après que je suis allé rejoindre mon local, le local 19. Et la chance que j'ai eue quand j'arrive à Condengui, c'est que le chef de la discipline des détenus, que je salue en passant, il s'appelle Eban, est un ami, c'est-à-dire que c'est le grand frère d'un camarade de lycée, de ma sœur aînée Chantal. C'est la chance que j'ai eue. Et c'est lui qui a plaidé pour que mes conditions de détention me soient un peu plus favorables. Il a dit aux gens, écoutez, là, c'est mon petit frère, trouvez-lui un endroit où il peut vraiment être à l'aise. Et c'est ainsi que je rejoins donc le quartier 1, local 19, où j'ai séjourné jusqu'à ma sortie. Votre détention a duré combien de temps? Presque un mois. Je suis entré le 15 novembre, je suis sorti le 14 décembre. Comment s'est passée votre sortie? Parce que finalement, on ne vous a pas jugé. Oh, je suis passé en jugement le 5 décembre. Le procès s'est ouvert. Mais devinez ce qui s'est passé. Oui, dites-moi. Voilà, le 5 décembre, dont le procès s'ouvre. Alors, ce qui m'a désagréablement surpris, c'est que le représentant du parquet du tribunal militaire, parce que j'ai sollicité un renvoi de la cause, parce qu'il fallait que je me prépare, puisque je suis allé à la prison centrale de Condengui sans le moindre élément de mon dossier. Donc, mes droits de la défense ont été bafoués, puisque je n'avais aucun élément. Et même mon avocat, Maître Souma, ce n'est que quelques jours avant qu'il a pu avoir mon dossier d'accusation. Parce que je me souviens quand il fallait passer devant la colonelle Abbé Gambezois, la présidente du tribunal, bon, j'étais avec la stagiaire de Maître Souma, Maître Gaël Mouna. Bon, il était question qu'on me signifie le fameux procès verbal de dernier interrogatoire et tout ça. Quand on arrive au bureau de la colonelle Abega, elle dit que, écoutez, bon, parce que elle m'a signifié la date du procès le 5 décembre. Maintenant, l'avocat demande que, mais est-ce qu'on peut avoir une copie du dossier? Elle dit que sinon, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'accusé ait une idée de la date de l'ouverture de son procès. Voilà. Je veux donc comprendre comment vous finissez par vous libérer parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on finit donc. Bon, j'aimerais terminer avec l'ouverture du procès parce que c'est très important, juste en une minute. D'accord. Et ce jour-là, donc, le représentant de l'accusation, parce que moi j'ai demandé un renvoi pour être mieux préparé par rapport à ma défense. Maintenant, le représentant de l'accusation en profite donc pour dire que non, lui aussi, il sollicite un renvoi parce qu'ils ne sont pas prêts.
Je dis, ben tiens, c'est vous qui m'avez jeté en prison. C'est vous qui m'avez jeté en cellule, puis à la prison centrale de Yaoundé-Koningui. C'est vous qui m'avez signifié la date du procès. Donc, ça veut dire que vous saviez déjà que le procès s'ouvre le 5 décembre 2008. Mais c'est encore vous qui venez dire que vous n'êtes pas prêt. Vous serez donc prêt quand? En fait, ça, c'est ce que je me disais intérieurement. Donc, maintenant, ma libération donc, intervient le 14 décembre 2018. Bon, moi, je vadrouillais là dans la cour de la prison. Donc, je sortais, je suis allé rendre visite à Pierre Niémé, dans son quartier, là, quartier 3. Après, je vois un anglophone là qu'on avait jeté en prison en 2017, là, le Père Derens. Père Derens me dit que, est-ce que tu sais que tu es sur la liste de ceux qui doivent sortir? C'est entre vous là-bas. Est-ce que moi, je suis anglophone? Moi, je fais quoi dans vos histoires? Bon, je suis entré dans mon quartier. Bon, je suis allé me baigner et pendant que je suis à la salle de bain, c'est un prisonnier vient avec un mot du chef du bureau de la discipline des détenus, M. Ndamoueba. Il demande à me voir. Quand j'arrive, c'est lui qui me dit donc, écoute, ton nom figure parmi ceux qui doivent être libérés et tout. Je dis, oh là, donc c'est très sérieux ça. Bon, je retourne donc dans mon local, je commence à emballer mes effets à la hâte, je sors. Alors, quand j'arrive au niveau de la cour de la prison, au moment où on nous remet les bulletins de levée des cours, il y a un monsieur qui m'aborde. Il me dit, c'est vous, Michel Bientôt? Je dis, oui, c'est moi. Bon, parce que votre grande sœur est venue me voir à mon bureau, parce que je savais que c'était quelqu'un du tribunal militaire, mais je ne savais pas exactement qui c'est. C'est par la suite que j'apprends qu'il s'agit du lieutenant-colonel Ingolotade Eric. À l'époque, c'était lui, on appelle le commissaire du gouvernement, l'équivalent du procureur. Après le tribunal militaire de Yaoundé. Bon, aux dernières nouvelles, il a été nommé président du tribunal militaire à Marcois. Alors, il me dit que, écoute, voilà ce qu'il me dit. Écoute, comme tu sors là, il va falloir canaliser ta communication. Hein. Oui, parce que la loi me permet de te remettre en prison, et puis donc, il faut rester un peu tranquille, et patati et patata, voilà. Alors, il m'a fait cette menace-là. Il m'a proféré ces menaces par deux fois. La deuxième fois, c'était devant le détenu qui m'avait accueilli, là, celui dont je vous parlais, là, qui m'a aidé à trouver un local au quartier 4. Alors, il l'a dit devant, il s'appelle Georges Nlep, que je salue en passant, il est au quartier 3. Il est capable de témoigner. Et Ngonotade lui dit, écoute, je suis prêt à te remettre en prison si tu continues. La troisième fois, là, quand on sort, parce qu'à la prison de centrale de Koningui, nous étions 83. Bon, on nous met dans des camions, il y en avait deux, je crois. On nous met dans 2 camions. J'étais même en colère, je me demandais que moi, ma maison est juste là derrière la prison en Congo. Laissez-moi rentrer, vous m'avez remis le bulletin. Je ne peux pas encore faire quoi là, me balader. Surtout que moi, je n'aimais pas marcher dans la nuit, dans Yaoundé. Où est-ce qu'on vous a amené? On nous a amenés au camp Yéya. Amené là-bas? Oui, pas très loin du CEP. On nous a amenés là-bas, on nous a fait descendre. Après, je suis assis parmi les heureux élus, comme on dit. Après, Ngolotade, le même Ngolotade me fait appel. Il dit, monsieur, bienvenue. Après, il fait appel au colonel Didier Badjek. À l'époque, il était le chargé de la communication Didier Badjek. De la Défense. Voilà. Alors, il me dit, Ngolotade me dit ceci, je te parle devant un officier supérieur de notre armée. Je n'hésiterai pas à appliquer la loi si tu continues. Bon, il voulait dire si tu continues à faire le journalisme de manière aussi indépendante que tu le faisais avant que tu n'ailles en prison. C'est ce que ça veut dire. Et après, je vois les caméras des télévisions qui s'amassent là. Après, on me fait signe de venir devant les caméras. Moi, je ne suis pas concerné par ma crise. Ce sont ces enfants-là, puisqu'ils viennent des régions qui sont... Pourquoi on me fait venir par cette interview? Bon, j'étais en colère, énervé et tout. Après, je me suis prêté au jeu. Je suis allé devant les caméras. Bon,
des confrères, je me souviens, un confrère de la CRT, là, un certain Yves, qui m'a posé des questions, là, j'ai répondu. Après, il y avait aussi le colonel Didier Badje qui était à côté parce que j'étais entouré des hauts gradés et tout, qui me posaient des questions, et questions qui me bombardaient de questions et tout et tout. Bon, je répondais autant que je peux, mais j'ai compris que la logique de cette histoire-là, c'était que je fasse une sorte de mea culpa et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je ne suis pas tombé dans ce piège-là. Donc, je l'ai évité autant que faire se peut. Et par la suite, j'ai pris mes clics et mes claques, puis je suis rentré chez moi, puisqu'il y avait un de mes oncles qui m'attendait d'ailleurs là. Bon, je suis allé le rejoindre, on a pris le taxi, c'est comme ça que je suis rentré. Joël, Oui. Sur la question de sa libération, tu as peut-être quelque chose à lui expliquer ou à m'expliquer? Sur la libération en elle-même, j'ai déjà ce dont on a assisté à la mise en scène sur la libération, je n'étais pas surpris. C'est souvent ce qu'ils font. Chaque fois, c'est en fait pour donner des gages à lorsqu'ils sont mis sous pression, on l'a vu dernièrement avec des gens du MRC. Lorsqu'ils ils ont des pressions internationales de leurs partenaires privilégiés, ils se comportent comme ça. Tu parlais de la Banque mondiale? Non, vous connaissez leurs partenaires privilégiés. Je ne devais pas trahir des secrets. D'accord. Moi non plus. De donner des gages, de montrer combien la personne se répand aux yeux de la planète entière, du mal qu'il a fait ou qu'elle a fait. Et la mise en scène est toujours la même. Vous voyez, à un moment, on a vu ça même avec Thierry Michel Latangana et Titi Sedjoua, et même y compris avec mon propre père, où j'ai vu une des cousines que je n'avais plus jamais vue pendant 20 ans venir remercier Paul Biya à la télévision. Ah, alors, je m'en souviens. alors que ma propre famille, cette famille-là, ce volet de la famille, ce versant de la famille, je ne l'avais pas vu pendant 14 ans, qu'on se battait pour la libération de Pierre-Désiré Hugo et qu'on a obtenu, il faut toujours le préciser, au bureau de François Hollande, hein, avec Dominique Sorel et Sorel Keita et les autres. Hein. Donc, à l'époque d'ailleurs, l'actuel président français était encore le conseiller de François Hollande, il faisait des allées et venues au bureau où François Hollande nous recevait. Donc, cette mise en scène ne me surprend pas. Et ce que raconte Michel Biempton confirme toute une façon de faire, toute une machine de terreur qui broie des vies, qui broie des carrières et qui le fait de manière insidieuse, de manière tout à fait libre et décomplexée au Cameroun depuis des décennies. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et c'est ça que Michel a eu le courage aussi de dénoncer et qui lui a valu ce qui lui a valu. Hein. Elle continue, malheureusement. Oui. Et j'aimerais également préciser une chose. Quelques jours avant ma sortie de prison, il y a un détenu à la prison centrale de Kondengui qui vient, c'était le 11 décembre, j'ai toute cette date en tête. Alors, il vient me voir, il était 6 heures, je venais à peine de me lever. Il me fait signe de venir. Alors, il m'annonce une nouvelle comme quoi le colonel Bankui me propose que j'écrive une lettre d'excuse à Betty Assomo pour que je sorte. C'était le 11 décembre. J'ai dit, écoute, voilà, je vais réfléchir. Et ce même 11 décembre, là, vers 11 h, il y a un pasteur qui venait de Mbanayo, là, un ami de la famille, qui vient me rendre visite pour une séance de prière et tout. Après, je lui en parle, il me déconseille de le faire. Il me déconseille, il me dit que non, n'écris pas. Et il m'a dit ce jour-là, parce que c'est important aussi de savoir que la logique à laquelle obéissait mon arrestation, c'était qu'il fallait faire taire une voix qui, sans doute, dérangeait. Alors, il m'a dit ce jour-là que... Je ne vous coupe pas, Michel, même jusqu'à Paris, on a essayé de me faire taire l'année dernière. Je serais mort depuis juin 2019. Joël lançait quelque chose aussi pour Mingona également, donc... la logique fait taire toute voix dissonante. Voilà. Donc, il me dit, je connais quelqu'un à la présidence de la République. Quand je lui ai parlé de toi, ça c'est le pasteur qui me dit, quand je lui ai parlé de toi, il m'a dit, ah, le journaliste là, bon, on verra ce qu'on peut faire pour lui, mais à condition qu'il se taise. Voilà.
Et je vous ai expliqué également toutes les menaces que Igor Tadim a eu à faire en rencontre et tout. Moi, pour corroborer ce que dit Michel, il faut savoir que pendant son arrestation, la question qu'on me posait toujours, y compris mes interlocuteurs, mais qui sont ses sources? Qui sont ses sources sur la question anglophone? Comment a-t-il pu avoir ces informations? En fait, ce qui les gêne, c'est que Michel a des informations de première source, en fait. Source, oui, c'est ça. C'est ça, en fait, qui les gênait et qui les gêne encore, y compris à tout. Et donc, c'est ça qu'il voulait couper. Et c'est ça qu'il voulait taire, en fait. Et ils n'y sont pas parvenus. Dieu merci, tu as échappé à quelque chose qui aurait pu être terrible. Mais il faut savoir que ce sont tes sources qu'il voulait couper. C'est ça qu'il voulait parce que tu es terrible pour eux. Tu déconstruis toute une machine à propagande elle est mise à balle par ta façon de traiter la question anglophone notamment. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, je me retrouve chez moi, à la maison. On vient de m'interdire d'exercer, parce que ça, il faut le dire, hein, j'ai été interdit formellement d'exercer la profession de journalisme au Cameroun, par le tribunal militaire. Et surtout que le procès reste pendant jusqu'à ce jour. Puisque je crois l'article, 14, alinéa 3 ou 4 du Code de justice militaire prescrit que l'arrêt des poursuites n'exclut pas qu'elles peuvent reprendre à tout moment. Donc, quelque chose comme ça. Donc, jusqu'à. C'est ça. Allez, exactement. On la laisse tomber. C'est terminé. Voilà. Je suis à la maison. C'est vrai que j'ai mesuré à quel point cette situation a mis ma famille complètement en lambeaux. Surtout ma maman qui a eu 60 ans cette année, qui a même failli mourir parce qu'elle est très fragile, elle a souvent des problèmes de tension et tout. Le fait d'apprendre que j'ai traversé cette situation, ça a failli la précipiter à la tombe. Bon, j'en ai discuté avec la famille, mes oncles maternels même, qui m'ont demandé d'arrêter complètement le journalisme, la défense des droits humains et tout ça, de me reconvertir à autre chose. J'ai dit qu'il n'en est pas question. Parce que si j'arrête, c'est-à-dire que ça va donner raison à ceux-là qui avaient pour objectif de me faire taire. Alors, il n'est pas du tout question que je me taise, il est question que je continue. Mais puisqu'au Cameroun, ce n'est donc plus possible, il va falloir que je trouve une terre d'asile. Et le pays qui me venait en tête, c'était le Burkina Faso, parce que j'aime bien Norbert Zongo, c'est mon modèle. Ah, ça, on a ça en commun, Norbert Zongo. Oui, Norbert Zongo, c'est mon modèle, et surtout que j'avais de la fascination pour ce pays de par son cinéma. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller vivre là-bas? Et surtout que j'ai un ami qui m'a dit que, écoute, si c'est mauvais chez toi, tu viens rester ici. Il n'y a pas de souci. Alors, on a fait des mains et des pieds, Maximilien Gondet, moi-même, Joël également, et il y a PEN International également, qui m'a beaucoup soutenu. J'en profite également pour remercier Patrice Ngalan, parce que c'est Patrice Ngalan qui me suggère de contacter PEN International. Bon, quand je les contacte, ils mettent un fonds en ma disposition qui va me permettre de payer le billet d'avion pour le Burkina Faso. Alors, j'arrive donc au Burkina le 16 mai 2019. Mais avant, devinez ce qui s'est passé à l'aéroport, parce que je suis parti du Cameroun à Douala. Je finis de remplir les formalités au niveau de la compagnie et tout, qui me remet d'ailleurs le boarding pass. Quand j'arrive au niveau de la salle d'embarquement, un monsieur m'interpelle. Monsieur, venez, bonjour, vous allez où? C'est pour faire quoi? Est-ce que je peux avoir les documents qui prouvent tout ce que vous dites là, machin? Bon, heureusement que parce que j'allais à un atelier sur le droit du travail et tout. Heureusement que j'avais tout ça, je lui ai montré. Il a dit, bon, si c'est vos histoires d'atelier, il faut passer, donc passe. Je suppose que si ça avait été un truc qui parle d'alternance au pouvoir, en Afrique et tout, là, j'allais avoir, peut-être qu'on allait me retirer le passeport comme on a fait à Longueuil quelques mois plus tôt.
Alors, c'est comme ça que je quitte donc le Cameroun par un vol à Sky Airlines, je crois. J'arrive donc. Je la pub parce que vous risquez de m'envoyer des sous. Déjà, je vais vous mettre une amende à la fin. Vous allez savoir pourquoi je vais vous dire. Ah, je m'excuse pour la pub. Bon, je décide donc de prendre mon vol. J'arrive donc à Ouaga. Alors, quelques jours plus tard, je vais m'enregistrer auprès de la commission locale des réfugiés, la CONAREF. C'était le 7 juin, hein, je crois. Je vais m'enregistrer là-bas avec toutes les preuves, tous les éléments de persécution que j'avais, les articles de presse, toutes les décisions et tout. Oui. Alors, on me donne rendez-vous, on n'a pas donné de rendez-vous. Bon, on m'a juste demandé de remplir un formulaire, ce que j'ai fait. Bon, pendant tout ce temps, de ma libération jusqu'à ma sortie du Cameroun, je n'avais pas fait de publication parce qu'il fallait non seulement me mettre en sécurité, mais pour qu'on ne crée pas de problèmes. Pas exposer la famille non plus. Non plus, voilà, il fallait laisser la famille tranquille parce que j'ai discuté avec ma maman, ma soeur aînée, mes cousines et tout. Bon, je me suis senti un peu choqué par rapport à ce qu'elles ont pu traverser, bon, ce qu'ils ont pu traverser, puisqu'il y a des oncles aussi. Vous avez été sage de ne rien publier parce qu'il y a un autre qui a connu les affres de ce régime. Joël Didiengo et moi, nous avions réfléchi ici à Paris et on était tombés d'accord qu'on lui demande de tout arrêter, de ne rien publier. Exactement. Et nous allons trouver un moyen de l'extirper, mais il nous a désobéi et aujourd'hui il est en prison. Voilà. Vous savez, il m'aurait écouté. Hein, la décision prise par Joël et moi, il ne serait pas en prison. Voilà. Donc, j'arrive donc à Ouaga. Quand je décide donc enfin de m'exprimer sur ce qui m'est arrivé au Cameroun depuis Ouagadougou, j'ai eu comme le sentiment que c'était la débandade totale. Parce que je me souviens, il y a un aîné dans une chaîne de radio à Yaoundé qui m'a écrit en Messenger pour dire Michel, fais attention parce que j'étais à Douala avec un ami de Bangui qui m'a dit que Bangui peut t'arrêter même au Burkina Faso où tu es, et patati et patata. Donc, c'était 2 jours après que j'ai annoncé que je vais faire un direct sur Facebook. Alors, je lui ai dit, écoute, ce direct, je le ferai. Il n'a qu'à venir m'arrêter s'il veut. Alors, je décide donc de faire le direct. Mais j'ai eu comme le sentiment que même au Burkina Faso, ce n'était pas du tout la sécurité. La sécurité n'était pas vraiment garantie. Parce que je me rappelle, en janvier 2020, il y a un ami qui m'appelle au Cameroun, Sébastien Emala, qui est en prison aussi. Pour Sébastien. Du fait du même colonel Bangui. Voilà. Bon, il m'appelle. Il me dit que, écoute, il faut faire attention là-bas, là où tu es, patati, parce que il dit qu'il a causé avec un agent CEMIL, parce que comme les agents, la CEMIL était en train de le traquer aussi. Il me dit, oh Michel, bientôt, il faut qu'il fasse attention, parce que le colonel dit qu'il mène des opérations à travers le monde, etc., et qu'il est capable de le tuer même là où il est là-bas au Burkina, parce qu'il est le camarade de classe du chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso, le général Moïse. Nous étions en janvier. Le 26 février 2020, j'allais faire des courses dans une boutique pas très loin de la maison. Quand je reviens, il y a une de mes voisines, une maman très âgée. Elle est même d'ailleurs de la famille du premier président du Faso, là, qui s'appelait Maurice Yameourou, je crois. Ils sont de la même famille. C'est elle qui me dit, elle me demande d'abord que est-ce que tu as des gens avec qui tu marches ici? Je lui dis non. Après, elle me dit que parce qu'il y a des messieurs qui sont venus te chercher ici. Ils disent qu'ils cherchent un certain Michel qui vit ici. Je lui demande que, mais est-ce qu'il s'agit des gens d'ici? Elle me dit non. Ce sont ils parlent avec ton accent, l'accent des Camerounais là. Il disait que non, il cherche un certain Michel, un Camerounais qui vit ici. Là, nous sommes le 26. Le 27, la même maman, elle m'entraîne à l'entrée de la cour. Parce que vous savez, à Ouagadougou, toutes les maisons sont dans des cours. Dans des cours communes, comme ils ont dit. Des cours communes, voilà.
Donc, elle m'entraîne donc à la sortie de la cour là. Elle me dit que, je te dis qu'il y a des gens qui sont venus te chercher ici. Ils ont même fait le tour du quartier, ils partaient, ils se renseignaient partout. Tout de suite, là, je ne me suis pas fait d'illusion. Je me suis dit que ça, c'est les services de renseignement camerounais. Parce qu'il faut être un agent de renseignement pour savoir qu'il y a un Michel qui vit quelque part, un Camerounais qui vit dans les environs. Et quand on est Camerounais, vraiment, ça, il n'y a rien à faire. Alors, c'est-à-dire que là où j'ai ressenti que le pouvoir de Yaoundé voulait avoir ma tête, c'était quand je publie l'article sur le massacre de Kumba. Parce que j'avais déjà alerté l'opinion un an avant. Un an avant, je l'avais lu. Voilà. Sur mon compte Twitter, qu'il y avait, parce que j'avais des sources sur place qui m'informent. Je balance ça sur mon compte Twitter que le pouvoir, à travers ces milices là-bas, est en train de préparer une attaque sur des élèves afin de mettre ça à l'actif des groupes séparatistes et tout, et tout, et tout. Alors, quand le massacre de Kumba intervient, il y a un internaute sur Twitter qui remet ça à la surface. Et je suppose que c'est ça qui a dû tuer la stratégie que eux ils avaient prévue, parce qu'il était question que après l'attaque, bien entendu, là, il allait avoir une mobilisation à l'international qui allait condamner le mouvement indépendantiste anglophone, et c'est comme ça que ce mouvement allait être détruit complètement. Et surtout qu'il y avait une série d'attaques qu'ils avaient prévues sur des élèves. Et on peut dire que cet article que j'ai produit avec des sources vérifiées et vérifiables, avec des faits qui n'ont jamais été contestés, jusqu'à ce jour, j'ai contribué à sauver des vies. Parce que si je n'avais pas fait ces révélations-là, d'autres élèves allaient être tués après moi. Ça, je vous le dis. Et c'est quand je publie donc cette information que le pouvoir de Yaoundé décide donc d'avoir ma tête à tout prix. Alors, quelques jours après la publication de cet article-là, bon, entre-temps, il y a eu un certain Chandan Tomé, je ne sais pas si c'est un nom politique ou un activiste. Ah, celui qui est politique, Chandan Tomé. Oui, qui a produit un truc là, comme quoi il faut que le gouvernement camerounais fasse tout pour que le Burkina me rapatrie et que je sois jugé pour incitation à la violence et patati et patata. Et il y a aussi eu une chaîne de télévision locale au Cameroun, Info TV, qui, j'ai vu une consoeur là qui présentait une émission de débat. Et au cours de cette émission, elle demande au Burkina Faso de me livrer au Cameroun pour résoudre le problème anglophone. Et par la suite, je reçois un appel d'un avocat camerounais qui vit à Paris. Bon, je ne sais pas si je peux le citer ici. Bon, par Messenger, il me dit, mais Michel, tu ne peux pas imaginer ce que ton article a fait, parce que ces gens, ils sont tellement en colère, ils cherchent à avoir ta tête. Je viens même d'ailleurs apprendre que la sécurité militaire a envoyé 3 de ses agents, a dépêché 3 de ses agents à Ouagadougou, et qu'ils vont bénéficier de la protection ou du soutien d'un officier supérieur de l'armée burkinabé. Faites donc le lien. L'officier supérieur de l'armée burkinabé et l'appel que j'ai reçu en janvier où mon ami me disait, voilà, le colonel Banqui dit qu'il est le camarade du chef d'état-major. Voilà. Alors, je prends cette affaire-là au sérieux. Bien entendu, j'en parle à des amis au niveau du Burkina, donc ils me disent, OK, il faut rester tranquille, il n'y a pas le feu, nous allons prendre des dispositions pour te mettre en sécurité. Mais ce que beaucoup de gens ne savaient pas, et que je n'ai dit à personne, si ce n'est à des personnes comme mon père Joël, c'est que mon départ pour le Burkina était déjà prévu longtemps à l'avance, c'est-à-dire que des mois à l'avance, déjà. Bon, ça, je n'ai pas voulu ébruiter l'affaire. Et les gens, une fois ici, m'ont dit que c'était une très bonne... Tu as très bien réfléchi, parce que si tu avais ébruité ça, tu allais avoir des difficultés pour sortir de là. Alors, j'étais en fait, parce que je voyais ça s'agitait sur Facebook, les gens m'appelaient même pour dire vraiment, Michel, comment on peut faire pour te faire partie de là, parce que franchement,
puisque les gens qui ont eu à correspondre avec des sources au niveau de Yaoundé m'ont dit que vraiment, fais attention là où tu es. Et surtout qu'il y a un enseigne de vaisseau, c'est comme ça qu'on appelle ce grade dans la marine, le deuxième grade. Un certain Worms Philemon, il m'envoie un voice par WhatsApp pour dire que je dois faire attention là où je suis, là-bas à Ouagadougou, au Burkina, parce que même quel que soit l'endroit où je me cache, il va m'atteindre, il va me tuer, et ceci et cela, machin plus. C'est quand j'ai publié ça sur mon compte Facebook, que Facebook a fini par signaler mon compte. Ce qui fait qu'il est inactif et ne pourra répondre que le 24 décembre prochain. Donc, vous l'avez sauvegardé, le voice, j'espère, quelque part. Oui, je l'ai sauvegardé. Je l'ai sauvegardé. Donc, je quitte donc Ouagadougou le 24 novembre. Et là, la date était déjà prévue une semaine, je crois, une semaine et demie à l'avance. Parce que c'est avec l'Organisation internationale pour les migrations que voilà, tout a été arrêté. Alors, c'est l'OIM donc qui m'a mis dans l'avion, si on peut parler comme ça. D'accord. Voilà. Et la Norvège, c'est-à-dire que la direction de l'immigration, le gouvernement norvégien m'avait déjà accordé le statut de réfugié. Il était question que je me déplace. Et j'ai dû voyager avec un laissez-passer, avec un visa norvégien. D'accord. Alors, je suis parti de Ouagadougou le 24 novembre 2020. Arrivé à l'aéroport d'Oslo le lendemain, c'était vers 7h, 8h. J'ouvre mon téléphone, je vois un message qui vient d'une de mes sources d'information au niveau du CR. Il fait même d'ailleurs partie des personnes, des gendarmes là qui m'ont entendu quand j'y étais. Voilà, il me dit, Michel, vraiment, j'espère que tu es en sécurité où tu es. Rassure-moi, vraiment, parce que ces gens-là, ils sont à tes trousses. Et en plus, efface même les messages, efface. Je dis, tiens, ça c'est sérieux. Et en même temps, je me suis mis à rire. Je me suis dit, mais ces gens-ci, ils sont à mes trousses, ils vont au Burkina, alors que j'ai quitté le Burkina. Je suis maintenant au niveau au pays des Blancs. Alors, je l'appelle donc par Messenger. Il dit, mais grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que, mes gars, c'est très sérieux l'affaire que tu vois là. Ces gars-là, ils sont même déjà à Ouagadougou. Ils sont arrivés hier le 23. Donc, ils sont arrivés le 23 novembre 2020 et moi, je suis sorti le lendemain matin, le 24 novembre. Oh. Ouais, c'est quand je suis déjà à Oslo que je l'apprends. Et quelques jours plus tard, un agent des services secrets burkinabés, l'ANER, m'appelle au téléphone. Il me dit qu'effectivement, il y a eu des agents camerounais qui sont entrés au Burkina Faso par voie terrestre, parce que s'ils venaient par voie aérienne, on allait les arrêter. Ils sont entrés par voie terrestre et il était question que je sois exfiltré vers le Ghana pour être en sécurité. Ah, donc, c'est ce qu'ils avaient prévu. Bon, comme ils se sont rendus compte que je suis déjà parti du pays, donc là, c'est nettement mieux. Wow. Donc, et tout récemment, j'ai appris, donc il y a quelques jours, j'ai appris que voilà, les services secrets burkinabés ont réussi à leur mettre le grappin de cible. Il s'agit de 3 agents, sans doute des agents secrets camerounais, qui venaient sans doute m'enlever. Et ça, on leur a sans doute dit que bon, vous ne pouvez pas faire cette opération parce que le Burkina était en période électorale. Il y a eu élection au Burkina le 22 novembre 2020. Et vous remarquez que c'est le 23 novembre, c'est-à-dire que c'est quelques jours après que j'apprends qu'ils sont déjà pour mener l'opération. Et moi, j'étais déjà sorti. Et aujourd'hui, savez-vous quel a été leur sort, ces agents? Oui, j'aurais le même agent de renseignement m'a appris, parce qu'on a même eu à discuter par vidéo, qui m'a dit que les gars, ils sont en train de raser les murs quelque part à Ouagadougou. Ils sont au nombre de 3. Raser les murs, c'est-à-dire? Ils sont dans une cellule. Ah, ils sont dans une cellule. Oui, ils sont dans une cellule. Et il m'a même promis les noms quand il les aura. J'espère que le Burkina fera son travail. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, j'ai beaucoup confiance en ce pays et que je remercie d'ailleurs de m'avoir accueilli. Et puis voilà, j'espère que ces compatriotes, ils auront le sort qu'ils méritent. Très
Très bien, Joël, un petit mot avant qu'on conclue ce programme qui a été riche. Je voulais dire à Michel que, en fait, je le lui dis maintenant, son départ du Burkina a été un véritable soulagement pour moi parce que pendant des mois et des mois, j'avais comme une culpabilité, notamment par rapport à ta sœur, en me disant quand même le fait qu'il se trouve au Burkina, je n'étais pas tranquille. Pourquoi je n'étais pas tranquille? C'est seulement le précédent Guérandi, même si Guérandi a été enlevé à Paris, en fait. Parce que je me disais, j'avais peur, je ne fais pas un procès aux autorités burkinabées. Je connais le régime de Yaoundé quand il veut aller jusqu'au bout de ses volontés de capture de personnages ou de personnes qui le dérangent. Et je me disais, jusqu'où le Burkina pourra résister s'il résiste à ces personnages-là qui n'ont aucune limite. Et donc, tant que Michel y était, je culpabilisais, je n'étais pas tranquille. Ah oui, c'était légitime. Hein? Et chaque fois, je me disais, quand est-ce qu'on va lui trouver un pays de chute? Parce qu'on en était resté là au moment où tu es arrivé au Burkina, où on se disait, on attendait indéfiniment et désespérément même un pays de chute. Et les périodes de Covid ont été terribles. Parce que je me disais, ça repousse encore l'éventualité. Et quand tu m'as dit que tu allais à Norvège, j'étais l'homme le plus complet du monde. Parce que oui, bien sûr. Et c'était depuis le mois de juillet d'ailleurs que j'ai été signifié de ce que je suis réfugié au niveau de Norvège. Bon, c'est vrai qu'il y a eu on va dire, des quiproquos entre l'Organisation internationale des migrations, l'ambassade de Norvège au Ghana, où mon dossier a été traité, et puis l'UDI, qui est appelée ici la direction de l'immigration. Bon, ce quiproquo a été réglé et c'est comme ça que voilà, j'ai pu quitter Ouagadougou. Bon, tu peux exercer ton activité calmement, normalement, avoir peur de quoi que ce soit. Très bien. Michel Bimson. Oui. Avant de vous remercier de m'avoir accordé cet entretien, c'est comme ça que je fonctionne, hein, Joël le sait. J'aime toujours prendre la version de la partie accusée, comme je l'ai fait avec Maître Lydiane Ayoum il y a 2 ans sur ce plateau. Je n'aime pas écouter un seul côté. J'ai 2 oreilles, les 2 oreilles doivent écouter des 2 côtés. Voilà. Et sachez que je me battrai toujours autant que je serai vivant pour la liberté d'expression, la liberté de la presse d'abord et la liberté d'expression. C'est ça. Voilà pourquoi quand on vous a arrêté, je me suis mis tout de suite à enquêter. Pourtant, vous et moi, nous ne sommes pas amis, nous étions ennemis à l'époque, vous m'aviez copieusement insulté sur Facebook dans l'affaire. Oh non, pas insulté, pas insulté. C'est vrai qu'on a eu à se mésentendre. Petit confrère, mais pas insulté. Petit confrère, vous avez parlé 1 heure de temps, c'est moi qui parle maintenant. D'accord. On n'était pas même ennemis, vous m'aviez copieusement insulté et j'avais trouvé que c'était un non-événement de vous répondre. Je ne vous avais pas répondu. Le jour où vous arrêtez, je me suis mis cette enquête. Je n'attendais pas de vous remercier un jour, c'est parce que je dois me battre pour la liberté d'expression, je dois me battre pour un confrère. C'est comme ça et je serai toujours comme ça. Donc, si vous voulez, après cette émission, vous pouvez encore m'insulter, on peut me se moi, vous défendez toujours. Et je vous exhorte à faire la même chose demain si un des nôtres est attaqué. C'est comme ça que je fonctionne. C'est ça. Donc, votre amende, vous ne mangez pas encore le saumon. Moi, j'adore le saumon. Donc, vous m'envoyez des cartons de saumon. Je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Hein. Moi, je ne parle pas encore norvégien. Donc, je vais me renseigner. Heureusement qu'on parle anglais ici. Le saumon cru, là. Oui, surtout qu'il y a... Bon, je ne vais pas donner les détails. Tu sais, mes amis, là, ils écoutent sans doute. Et puis voilà. Donc, ils vont commencer à faire bon. Mais on en trouve ici quand même du saumon. Il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je mangerai. Je vais mettre vous ne savez pas la durée de votre amende, hein? Ça peut durer jusqu'à la fin de ma vie. Hein? Le saumon. J'adore le saumon. Non, il y en a ici. Voilà. D'accord, merci. Je suis content pour ce dénouement. Je remercie tous ces organismes qui vous ont aidés. Je remercie Joël Didiengo, car il a été mon principal informateur pour m'aider à mener mon enquête. Et lorsque j'ai commencé à mener cette enquête, je n'avais même pas informé Joël. Non, tu es journaliste comme moi, on ne dit pas tout quand on mène une enquête. Donc,
voilà. Et croyez-moi, dans cette enquête, bon, allez, on ne dit pas tout. Allez, on ne dit pas tout. Voilà. On dit pas tout. Donc, merci beaucoup, Michel Binton. Et sachez que vous êtes bienvenue sur GMTV Plus à chaque fois. Si vous avez quelque chose à dire ou quelqu'un à me recommander, n'hésitez pas. D'accord. Tant que je vis, GMTV Plus sera un plateau ouvert à tout le monde. Même à mes ennemis. Le plus important. Non, nous ne sommes pas des ennemis, loin de là. Non, on n'est plus ennemis, c'est fini. Ça est surtout que dans cette période où Nouma, les vérités sont là. J'ai fini par triompher, les vérités étaient là. Voilà, là-dessus. Aujourd'hui, Zogo, je ne sais pas, il passe son temps à insulter sur Facebook, mais on sait qui il est. Oui, désormais. Il vous a même demandé des excuses en passant. Des excuses, Samy, il a encore écrit sur Joël et moi en disant que nous vivons. Ah oui, je l'ai suivi récemment dans ces pitreries-là, tout ça. Je lui dirais tout simplement que je n'ai jamais été fonctionnaire au Cameroun. On m'a proposé autrefois d'être gendarme, j'avais refusé. Je suis self-made man. How do you say? Self-made man. Voilà. Self-made man, yeah. J'étais seul, je n'ai pas profité des accointances d'une sœur avec un haut gradé pour devenir commissaire au Cameroun. Voilà, je ne veux plus, parce que j'avais un cerveau beaucoup. Ne nous perdons pas là-dedans, nous étions sur un sujet très important. Et que Michel se reconstruise où il est, il a l'avenir devant lui et puis je lui souhaite que le meilleur, ainsi qu'à sa famille qui est maintenant. Merci. Tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok, merci. Tar. C'est comme ça qu'on dit merci ici. Chers téléspectateurs du bœuf politique sur GMTV+, j'espère que ce témoignage de Michel Binton vous a permis de comprendre sa version des faits, car nous ne l'avions pas. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité, je ne sais pas lequel. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, ça et là, dans toute l'Afrique noire francophone, je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire où tout va très très bien. Si vous en connaissez, signalez-le-moi. Gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt, Jacques. Clap de fin. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.